Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle decklist en vue de la préparation de l'énorme Disney Lorcana Challenge à Lille. On est tous un petit peu dans la même histoire, c'est-à-dire essayer de trouver le meilleur deck, en tout cas le deck avec lequel on est le plus à l'aise pour pouvoir participer au gros tournoi qui aura lieu le week-end du 24 et 25 mai je crois à Lille. Avant de plonger directement dans la vidéo, je vais vous laisser mettre un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager dans l'espace commentaire et dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Mon Instagram personnel val_labelcarte ou alors le Instagram de notre société Labelcarte Pro pour nous suivre un petit peu dans cette aventure. Alors le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un deck qu'on vous a pas présenté depuis longtemps, qui a eu pas mal de nouveaux ajouts avec le chapitre 3 et qui petit à petit est en train de grappiller un petit peu des parts du metagame. Je pense que ce deck-là, vous l'affrontez souvent sur Pixelborn, vous perdez souvent contre lui, vous savez pas trop pourquoi, et pourtant, c'est pas un deck qui est extrêmement joué. Je parle de Mufasa Roulette. C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire pas mal de Pixelborn pour me préparer. Je teste un petit peu les différents decks du metagame pour savoir un petit peu sur quoi je vais essayer de me fixer quelques semaines avant Lille. Et il y a un deck que je rencontre pour le coup, plus régulièrement, je pense, sur Pixelborn que ce qu'on peut voir en termes de retour statistique sur les tournois. Et contre ce deck-là, j'ai tendance à perdre assez souvent. Et donc, je parle forcément de Mufasa Roulette. J'ai même l'impression que c'est un deck qui, quand il commence, est peut-être parmi les meilleurs decks du format. Alors, on se retrouve directement sur la liste ici. J'ai récupéré une liste de tournois que j'ai modifiée à 2-3 cartes près, histoire d'avoir la version qui, moi, me semble la plus aboutie. Donc le but de ce deck-là, c'est de synergiser avec notre ami Mufasa. Mufasa, il est 3-3 pour 5, ancrable et il or pour 2. Mais il faut savoir que dès qu'il est banni, pas forcément en combat, il peut être banni par un effet de carte, et bien dans ce cas-là, on va révéler la carte du dessus de notre deck, et si c'est un personnage, le mettre en jeu. L'avantage et la puissance de cette decklist, comme vous le voyez, c'est qu'on n'a que des personnages, avec notamment des personnages qui, eux, ont une grande valeur en coup d'encre. Donc du coup, on peut avoir un intérêt à faire mourir notre Mufasa, ou alors quand notre adversaire va vouloir gérer notre Mufasa, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir générer pas mal de value en faisant venir par exemple une Maléfique, un Stitch, un Scar, voilà, de très très bonnes cartes. Pour le reste du deck, c'est des cartes d'early game qui sont capables de bien tenir le board pour aller prendre des trades et être capable donc de challenger un petit peu les personnages de l'adversaire. Ensuite, on a beaucoup de très bons loreurs, notamment des cartes évasives. On passe notamment par Minnie Mouse, par Pongo, par Goofy, qui sont des cartes qui sont très très dures à aller chercher pour l'adversaire et qui vont vous permettre de prendre vraiment l'avantage sur le terrain et sur le lore. On a la synergie de début de partie entre la Mother Gothel et Rapunzel. On le rappelle, Mère Gothel, c'est une 3-4 pour 2 qui arrive blessée sur le terrain. Elle a 3 dégâts sur elle. On va pouvoir naturellement la soigner, donc on aime bien la jouer notamment au tour 3 pour pouvoir enchaîner directement avec une réponse et donc du coup pouvoir gagner, piocher 3 cartes en soignant notre Mère Gothel. C'est une des meilleures synergies du deck. On a notre ami Doc qui lui, lorsqu'il part en quête, nous permet de réduire de 1 le coût du prochain personnage qu'on va jouer ce tour-ci. Et donc ça nous permet d'enchaîner directement un Mufasa sur le tour 4. Et puis ensuite, naturellement, en ancrant nos cartes et en continuant à lorer et à prendre le board avec les statistiques de nos créatures, de nos personnages, eh ben, on va finir par jouer des cartes qui sont très puissantes, notamment des Maui, des Lady Tremaine, des Stitch, voire même des Chernabog. C'est une liste qui, quand elle commence, est très difficile à stopper, je trouve. On a beau avoir des gestions, moi je joue pas mal de decks gris. Déjà, les statistiques des créatures de l'adversaire sont plutôt élevées, notamment quand on arrive dans son late game. Les Mufasa, on a beau les gérer, tu peux te prendre pire sur le coin de la pipe quand il décède. Des fois, un Mufasa meurt, puis c'est une Tremaine qui arrive, et franchement, t'as pas forcément gagné dans l'échange. Donc c'est un deck, je trouve, qui est assez dur à arrêter, que les gens respectent peu. C'est un deck qui impose vraiment le rythme de la partie, et je pense que c'est même un très bon deck pour les gens qui auraient peu de temps de préparation pour Lille, qui auraient peu de temps d'avoir vraiment un volume de jeu, peu de temps d'apprendre le metagame et de savoir comment se comporter dans tel ou tel match-up, parce que c'est un deck finalement qui a un plan de jeu qui le déroule. Vous avez un deck avec plein de personnages, vous avez un deck avec Mufasa, le but c'est de curver des bons personnages et de partir en quête. C'est pas à vous de vous adapter, c'est pas à vous de réagir à ce que fait l'adversaire, c'est l'adversaire qui doit endiguer votre deck, endiguer le problème que va lui poser votre deck, et à ce compte-là, je trouve le deck très très fort. Quand on regarde aussi les petites
les petites matrices de data qui remontent des différents tournois sur les pourcentages de win rate, que ça soit sur Pixelboard ou sur certains tournois. On voit d'ailleurs que Mufasa Roulette est un deck qui a un bon pourcentage de un win rate positif contre la plupart des decks du format. Et donc c'est vrai que j'explique assez peu sa faible représentation dans les tops, même si ça a quand même tendance un petit peu à évoluer. Et je pense d'ailleurs, si je puis euh, partager une take avec vous, que c'est probablement un des meilleurs decks sur le play de l'Orcana. Pourquoi je dis sur le play? Parce que le but, c'est effectivement d'imposer votre rythme à l'adversaire, de jouer des personnages tous plus puissants les uns que les autres, qui vont nécessiter à votre adversaire pas mal de gestion. Puis pendant que lui va essayer de gérer votre board, vous allez commencer à imposer donc du coup votre rythme en prenant du lore facilement. Donc c'est un plan qui marche très très bien quand vous commencez, mais qui marche un peu moins bien quand c'est l'adversaire qui commence. Parce que si c'est l'adversaire qui commence, théoriquement vous êtes censé avoir le rôle du joueur un peu réactif et votre deck réagit peu finalement. Alors oui, on a quelques cartes qui sont capables de prendre des bons trades, hein. Je pense à Maui, je pense à Scar, Maléficiente qui peut aussi clean le terrain. Mais en early game, c'est un deck qui va pas trop interagir avec l'adversaire. On n'a pas d'anti-bet par exemple, on n'a pas de créature charge. Certains decks jouent des reines de cœur, moi je suis pas très fan. Et donc c'est un deck qui va quand même vraiment aimer commencer et qui risque de subir un petit peu plus le rythme de l'adversaire sur la draw. Donc, globalement, ça reste assez intéressant. J'ai jamais joué le deck, donc on va découvrir ça ensemble et je vais essayer de comprendre, parce que parfois c'est intéressant aussi de jouer les decks contre lesquels vous perdez pour comprendre comment on fait pour les battre. Et donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses en le jouant, notamment sur comment me positionner contre lui. Moi je joue beaucoup vert gris et honnêtement c'est un des plus mauvais match-up que j'ai sur Pixelboard. C'est vraiment le genre de deck, c'est quand même pas mal d'apprendre un petit peu à jouer contre, parce que vous risquez d'en rencontrer quelques-uns. Et si vous le sous-estimez, ça peut vous donner un petit peu une sensation un peu amère de défaite incomprise. Donc c'est pas plus mal de faire un petit focus sur ce deck-là. Alors, on va juste chercher des cartes d'early game. Je pense que le mulligan est très simple. En fait, c'est ça. La base de ce deck-là, c'est que le mulligan est très simple. Vous voulez juste vos cartes de curve. T'as pas besoin d'avoir des cartes de réaction en fonction du match-up. T'as pas de carte tech. Tu dois pas garder des benjas pour t'adapter aux objets. Non, en fait, on s'en fout. Tu ne fais que valoriser ton propre plan de jeu, le fait de trouver tes propres cartes impactantes dans certains match-ups. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin du tout de t'adapter à ce que fait l'adversaire. Et ça facilite ton mulligan. Tu n'as pas besoin de faire un mulligan qui prend en compte le metagame. Tu as juste besoin d'aller chercher les cartes clés. Alors là, on va manquer d'early game. Mais en vrai, ça devrait aller. On peut faire Mergotel tour 2, dans Doc tour 3, et on aura le choix donc du coup de soigner une Mergotel ou alors de développer un Mufasa. On va dire que c'est OK. Alors on commence pas cette game, on va voir si on est quand même capable d'imposer le rythme. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ok, on joue contre Rouge-Violet, qui est probablement un bon match-up. C'est assez facile de checker les be-prepared avec nos propres Mufasa, de juste avoir assez de board pour le pousser justement à brasser tout en étant capable de reconstruire. Je présuppose comme ça, de manière purement théorique, que c'est pas le match-up le plus compliqué qu'on ait. Ouais. J'en profite pour vous annoncer que tous ceux qui attendent un point méta pour savoir un petit peu quels sont les avantages, les inconvénients, est-ce que tel ou tel deck bénéficie au format BO2, il y aura une grosse vidéo de décryptage avant Lille pour pouvoir vous parler de tout ça et qui reprendra tous les decks du metagame pour pouvoir vous donner un avis le plus complet possible et vous aider au mieux à préparer votre tournoi en ayant en tout cas toutes les connaissances théoriques pour pouvoir analyser le metagame. Ça arrive probablement la semaine prochaine et pour ça j'aurai un invité très spécial. Je vous l'annonce maintenant dans cette vidéo. En tout cas un invité très compétent. Ok, on développe juste notre Mergotel. C'est pas évident pour lui de venir la chercher s'il joue pas de Thyssen Ambition. Et auquel cas, on développera Prof dans Mufasa et puis on commencera à l'orer. Hein.
Alors j'ai vu des versions qui jouaient des mini à 1 pour pouvoir jouer Thyssen Ambition. Donc ça modifie 8 cartes du deck, tu joues les 1-3 et donc du coup 4 Thyssen Ambition pour t'adapter aux match-up les plus agressifs. Cela dit, ça veut dire que du coup tu peux trouver des drop 1 sur Mufasa, voire trouver tes Thyssen Ambition qui sont des chansons et ce qui du coup ne te permet pas du coup de trigger donc de déclencher l'effet de mort de Mufasa. Et ça, moi à mon sens, c'est un vrai problème. Donc je suis pas tout à fait fan de ça. Je crois qu'on n'a pas besoin de prof parce qu'on va vouloir réponse ici. Je pense que je suis un peu team. Je suis un peu team rempart ici et un peu joueur où je vais prendre mon lore avec Mergotel et estimer que dans tous les cas, il ne sera pas capable de venir la chercher en passant aussi par Simba avec 4 encres. Ce que j'aime bien aussi avec ce deck-là, c'est que justement, quand on a un temps de jeu réduit sur l'Orcana, et qu'on a du coup pas énormément de temps, pas énormément de volume de jeu pour apprendre les decks les plus puissants du format, et en tout cas des decks qui nécessitent un haut niveau de pilotage. Je pense à des decks comme bleu-gris ou jaune-gris par exemple. L'avantage de ce deck-là, c'est que comme il a aucune action, aucune chanson, il n'a que des personnages, il n'a que à se soucier pardon, de sa propre curve, c'est-à-dire de jouer les cartes dans le bon ordre en dépensant tous les tours son encre. Il n'y a pas cette espèce de pluralité de choix, cet arbre décisionnel. Chaque choix dans une game crée une nouvelle branche d'un arbre. Et à la fin de votre game, plus le deck est compliqué, plus votre arbre a des ramifications. J'ai l'impression que le nombre de branches potentielles de ce deck-là est quand même un peu plus fin, un peu plus chétif, quoi. Du fait qu'on n'ait pas de chanson, t'as pas cette demande constante de ah, est-ce que je chante, est-ce que je prends du lore, est-ce que je trade. C'est relativement plus simple en fait. On a moins de choix parce qu'on n'a pas à chanter et la plupart du temps, le bon choix, c'est juste de partir en lore et de laisser l'adversaire interagir avec nous. Et ça, j'aime bien. Encore une fois, c'est aussi à valoriser pour des joueurs qui auraient un niveau de jeu peut-être plus moyen ou en tout cas qui auraient moins le temps de s'entraîner et de se préparer. On a pu mettre la petite synergie en place entre Mergotel et Réponse. Disons que si on imagine que la difficulté d'un deck est corrélée au nombre de décisions qu'il faut prendre dans la partie, et que du coup on image ça par un arbre très touffu, bah, les decks les plus touffus, on va dire que c'est bleu-gris, jaune-gris, ce genre de deck-là, bah, c'est possible qu'ici on ait un arbre avec peu de branches, quoi. Et ça en fait pas un mauvais deck, mais ça rend la pente de la montagne à gravir un peu moins ardue. Ok. Château de la Reine, on va pouvoir y répondre. L'avantage aussi, c'est que notre deck, il n'est pas si sensible au lieu que ça, parce que justement, on a des bons personnages pour aller s'adapter à ça. Je crois que Prof, c'est plus trop son temps. Tant pis pour le lore, c'est pas si mal de lui enlever un Château de la Reine maintenant. Tour d'après, on voudra mettre un Mufasa, ça nous permettra de nous protéger d'un Soyez prête, d'un Be Prepared. Et on aura de grandes chances de retrouver un bon personnage, hein, puisque la moitié de notre deck est composée de personnages très puissants, de personnages évasifs. J'ai vraiment déjà l'impression que c'est lui qui est en difficulté. Quand bien même j'ai pas commencé, j'ai l'impression que c'est moi qui ai dicté le rythme de cette partie. Et on a quand même des cartes assez puissantes dans la main ici. C'est possible que Réponse nous fasse difficilement piocher maintenant. On peut la garder en synergie avec Mergotel, cela dit. Et auquel cas, on bazarderait seulement Simba. Et passons. Sachant qu'en late game, ce deck-là est vraiment très dur à battre. Hein. Quand vous commencez à piocher des Maléfiques, des Tremaine, des Chernabog, ça devient quand même assez cossu, quoi. Il est difficile à grinder, à épuiser. C'est un deck qui nécessite surtout d'être pris de vitesse. C'est un angle d'attaque qui marche plutôt bien parce que le deck a aucune gestion.
Donc, par exemple, c'est un deck qui va pas trop apprécier affronter Hyper Rush, Jaune Violet. Mais c'est à mettre à son crédit, c'est que Jaune Violet, c'est pas un très bon deck du format, qui gagne très très peu contre les autres decks gris. Et donc, si forcément tes très mauvais match-up, c'est des match-up qui sont peu représentés ou que tu verras que dans les petites tables, bah, c'est que ton deck il est plutôt de bonne facture, quoi. Alors là, il y a du be prepared qui arrive, donc je vais juste mettre ça en rempart. Et on va ancrer probablement Mergotel ici, je pense, vu qu'on a déjà joué notre réponse. Il faut les faire tomber, les be prepared, et à chaque be prepared, pardon, donc soyez prêts, j'essaye de franciser parce que les gens me l'ont reproché dans les commentaires et je peux l'entendre. Il faut savoir que je ne le fais pas exprès hein, d'utiliser des anglicismes. Ça fait 6 ans qu'on a une chaîne TCG sur Magic, ça fait 20 ans que je joue au jeu de cartes. Le, comment on appelle ça, l'environnement du jeu de cartes est très euh, est fort de ces anglicismes en fait, et donc forcément naturellement les mots me viennent comme ça. C'est plus fluide pour moi, plus naturel, ça sort comme ça de base. Et franciser me demande un petit temps de réflexion, un petit effort supplémentaire. Je vais essayer de le faire autant que faire se peut, mais je pourrais jamais être totalement utiliser tous les termes en français parce que même il y a des termes, la tempo, la value, le card advantage, le beatdown, c'est des concepts théoriques à apprendre finalement qui sont inhérents au monde du TCG et les franciser, ça reviendrait justement à justement essayer de chercher des nouvelles appellations. Pour ceux qui ont du mal avec tous les termes, on a fait un lexique sur la chaîne pour essayer justement d'embarquer les gens avec ces nouveaux termes. Donc je vous invite à aller regarder le lexique si jamais vous avez du mal à comprendre ce qu'on raconte. Il y a un bi-prépare du coup qui est déjà passé. Est-ce que j'ai envie d'ancrer un Mufasa de plus? Je suis pas sûr. Hein. Non, je crois que je vais rester comme ça. Toujours avoir la main pleine, l'obliger à réagir. Et donc, ouais, timer un Mufasa par bi-prepared, ça te permet toujours d'anticiper le prochain et c'est la meilleure solution, quoi. Ouais, c'est tellement délirant. C'est tellement idiot ce deck-là quand tu le laisses faire. Ok. On a combien? On a 4 de l'or ici. Notre oppo fait rien. Je peux lui donner un peu à bouffer là. Je lui donne juste 7 mini à bouffer. Notre oppo il repart du coup sur un plan bi-prepared. On développera derrière Mufasa et Chernabog. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'accélérer quand même, pas lui laisser trop le temps de stabiliser non plus. Continuer sans cesse à lui mettre un peu la pression. Et cette mini, c'était acceptable de la perdre dans un Soyez prête. On a toujours la main pleine avec beaucoup de possibilités de l'or. En plus, tu peux pas mourir au grind, tu peux pas te faire meuler. Grâce à Chernabog. Il a trop d'options en fait, ce deck, c'est fou. Hein. Vous voyez, j'ai quasiment pris aucun trade. Hein. À part le Castle, c'est lui qui a été obligé de jouer tous les anti-bets, de prendre tous les trades. Et finalement, bah, j'ai toujours 1000 cartes dans la main. Euh, je suis toujours devant en lore, je vais continuer à lorer. Enfin, c'est juste un enfer pour l'adversaire de jouer contre notre deck, de s'adapter à ce qu'on fait. Et une fois qu'on a pris le lead, qu'on a pris la tempo, qu'on a un rythme favorable, que c'est nous qui imposons notre style de jeu à l'adversaire, t'es sans cesse derrière à courir, à essayer de gérer ce board qui est toujours
plein de statistiques et très ressourceux, très résilient. On le reconstruit très facilement et on a toujours plein de cartes en main. C'est vraiment ce. J'ai décidé de présenter ce deck-là aujourd'hui parce que je l'affronte sur Pixelborn et je me dis putain, mais il est trop fort. Je perds trop souvent contre ce deck-là. C'est une play. On a encore l'étal sur ce board. Là, il va refaire bi-pré-perdre, mais regardez notre main. Genre, il a pas assez de soyez prête pour gérer notre deck. Ouais, ça ne suffira pas. Échec et mat ici. Et notre adversaire a rien fait. Il a passé son temps à gérer notre board pour qu'on puisse le reconstruire sans cesse en ayant la main pleine. Enfin, c'est presque une leçon en fait qu'on lui met ici. Hein. Genre, on doit être des. On doit tous être comme ça. On perd tous contre ce deck-là et on sait pas trop pourquoi. Et il est juste fort, quoi. Oh, la main est douce là. La main est très douce. Hein. Tour 2. Prof, réponse. Du coup, on veut pas Simba, on veut pas Dingo, on veut pas Stitch. Peut-être qu'on veut bien Dingo, cela dit. Non, pas forcément. Maui, c'est bien. Voilà. C'est le genre de carte qu'on veut aussi dans la main de départ pour aller checker le premier château. Le premier castle. Faudrait voir comment ça se comporte contre bleu-rouge et bleu-gris ce deck-là. Je suis à peu près sûr que ça explose violet-rouge. Ça, c'est pas trop une surprise. Ça doit avoir des faiblesses contre les decks très rush, très aggro, mais qui existent peu. Comment ça se comporte contre bleu-rouge et contre bleu-gris? Si ça se comporte favorablement contre bleu-rouge et bleu-gris, sachant que moi, en vert-gris, je perds contre aussi, bah, c'est que le deck est bangers, quoi. Faut absolument, absolument jouer ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut charger ici? Je crois qu'on veut charger Dingo. C'est un deck qui peut se permettre de jouer des cartes super chères sans avoir besoin de s'accélérer parce que juste tu vas poser des problèmes tous les tours. Mais en même temps, t'es pas un deck qui rush, donc tu vas monter en encre assez facilement. Et tu vas finir par jouer tes cartes à la main. Hein. Ok. Pourquoi il bazarde son Chernabog maintenant? C'était pas mieux de garder une option de gestion de trade? Pongo, ça dégage. Pas fan. Juste pas fan. Tu vois, ce Chernabog là, ça te permet de faire Pinocchio, Chernabog, trade Mergotel. Et s'il a un Pinocchio en main, là, il s'en veut énormément. Parce qu'il sait que du coup, moi, dans 2 tours, je vais pouvoir aller piocher mes 3 cartes. Et ne serait-ce que respecter la possibilité qu'il puisse piocher Pinocchio était un play qui me semblait plutôt valable. Mais bon, soit. Ça n'avait pas été la décision de mon oppo, tant pis pour lui. On se retrouve dans le même spot que tout à l'heure. Je suis à peu près sûr de réponse. Donc je crois qu'on peut plutôt passer par Simba. Commencer à prendre du lore. Je sais pas si c'est risqué comme play. En même temps, si je fais prof, le problème c'est que si je fais prof et qu'il fait du coup Pinocchio, j'engage Gothel, il tape avec Maléfique et j'ai perdu ma mère Gothel. Alors que là, mon play, il tourne autour de Pinocchio. T'as beau faire Pinocchio, tu dois passer par Simba. Donc non, je crois que je respecte la seule carte qui me gère. En tout cas, celle autour de laquelle je peux tourner. Si jamais il a une gestion ciblée comme Thyssen Ambition, qui est la chanson rouge qui met 2 dégâts, ça pour le coup, je peux rien y faire. Mais non, non, il me semble que jouer Simba, quitte à décurver, c'est-à-dire ne pas utiliser tout mon mana, et on se retrouve dans exactement le même pattern de play que tout à l'heure, c'est-à-dire Madame Mime qui doit venir taper dans Simba. Et nous, on s'en fout, quoi. On va juste aller piocher nos 3 cartes et le mal est fait, quoi.
Ok. Ça, c'est bien pour grinder. Ça doit être ok contre les decks bleu-rouge. Du coup, c'est prof qu'on veut plus. Puisqu'on a naturellement notre curve. Là, on va piocher. Derrière, on va probablement Maui ou alors juste Mufasa pour préparer, entre guillemets, le premier Soyez prête. Et là, juste pareil, on part en lore. Hein. C'est pas à nous d'aller taper dans Madame Mime, c'est à Madame Mime de venir taper dans Mergotel. Si jamais il veut pas le faire, tant mieux, on conserve des cartes qui nous permettent de lorer. Je suis quand même très orienté vert gris ou jaune gris et j'étais à peu près sûr de partir sur ça pour Lille. J'ai engrangé pas mal de games avec vert gris, donc ce qui me donnerait quand même un volume de jeu et un peu d'expérience. C'est un supplément d'âme, ça a de la valeur sur un tournoi aussi conséquent que celui de Lille, de beaucoup avoir joué ton deck. Ça te permet de sortir de situations qui peuvent être un petit peu complexes. Mais plus j'affronte ce deck-là, et là, plus je suis en train de le jouer, et plus je me dis, mais quand même, hein, quand même. Il y a un truc il y a un truc qui tourne pas très rond en fait avec ce deck-là. C'est c'est plus fort que ce que les gens pensent. En tout cas, c'est plus fort que la représentation qu'on en a dans le metagame. Je suis pas certain que les gens savent vraiment jouer contre. Bah, je pourrais décider de jouer ça. Hein. Faudra voir ce que mon invité en pense sur le point méta où on décryptera tous les decks, voir un petit peu ce que lui pense de ce deck-là. S'il me rejoint sur le fait que c'est un deck qui est plutôt bien positionné. Ok. Tour d'après, c'est Bipréperde. On a un Mufasa déjà. Est-ce qu'on donne un peu plus? Je crois qu'on donne pas plus. Ah, si on donne pas plus, il va peut-être venir trader. Faut quand même le pousser un peu à jouer son Soyez prête. En même temps, je veux pas trop lui en donner non plus. Vas-y, j'accepte de perdre ce Pongo. Toutes tes cartes lore à 2, ça c'est pas mal quand tu es au top deck aussi. Si jamais tu dois aller chercher les derniers lores, ce qu'on appelle avoir de la reach, ton adversaire a stabilisé, il a repris le lead sur la partie, mais toi tu es assez haut en lore pour potentiellement pouvoir finir en top deck des personnages. Bah là, l'avantage c'est que ton deck, il n'y a que des personnages. Combien de fois vous êtes au top deck? Et il y a beaucoup de decks qui vous mettent au top deck, je pense notamment à Vergris, et vous dites là il faut que je pioche un personnage pour pouvoir finir en lore, là il faut que je pioche un personnage, et vous piochez des actions. Avec ce deck là, ça n'arrive pas. Tu piocheras toujours un personnage, et 80% de tes personnages, ils leur pour deux. Ça a de la valeur aussi. Vas-y, pioche toutes les cartes de ton deck, y a pas de problème. Il reprend quoi, Maui? Non, lapin. Ok. Là, il commence à bien reprendre le board. Je vais quand même pas aller faire des trades, mais il a bien repris le board quand même. Je vais aller piocher des cartes. Un peu le forcer à soyez prête pour pouvoir repartir et recomposer un petit peu. Là, je crois que je suis quand même incité à tout lorer. C'est pas à moi de gérer encore une fois. Je suis à 12, il est à 4. C'est à lui de se démerder là. Je pense que son meilleur play, ça doit être full lore, trade Maui avec Mufasa, soyez prête. Donc 4 de l'or, il passe à 8, trade Mufasa. Je fais venir Anycart qui est rasé avec Bipréperde et derrière on reconstruit. J'ai l'impression qu'il essaye d'établir un autre plan de jeu et plutôt que de passer par Soyez prête,
Il essaye justement de tenir le board avec son propre board, mais je suis pas sûr qu'à la fin il soit capable de tenir la distance, hein. Genre là, je reprends 4 de l'or. Je sais pas si on peut jouer Mufasa avec d'autres couleurs aussi. Alors, probablement pas ni violet ni vert, parce qu'on n'a pas de grosses cartes de late game. Et encore que. Et encore que, on pourrait avoir des Elsa en violet. On pourrait peut-être jouer Mufasa en bleu. Qu'est-ce qu'on perdrait avec le rouge? On perdrait quand même les cartes d'interaction, en fait. On perdrait juste la gestion, les Tremaine, les Maui. Ce qui serait quand même relativement grave. Toutes les cartes d'évasion, toutes les cartes évasives, pardon. En bleu, on n'aurait que le late game, on n'aurait pas les cartes de début de partie, on n'aurait pas Mergotel qui synergise avec réponse. Non, vraiment, il n'y a pas meilleure association pour jouer ce deck-là, je pense. C'est trop grave de perdre Mergotel. Franchement, encore une fois, il a passé tout son tour, il a bazardé tout son board, et moi, je vais pépouze l'aurait pour 4, quoi. Je me sens, encore une fois, dans de très bonnes conditions, quoi. Et voilà, pareil, on prépare un Mufasa, ça nous permet justement de tourner un petit peu autour de Soyez prête. Si jamais il fait Soyez prête, il y a toujours un personnage qui revient, et puis on recompose. Et ça de manière totalement indéfinie. Maui, ça tape pour 8. Il peut gérer Stitch, ça c'est un peu méchant. Je dois reconnaître que c'est assez vénère. Ça m'empêche toujours pas d'avoir l'étal ici. Il faut qu'il vienne gérer réponse. Il lui manque un de patate pour gérer la réponse. Oh, ok, pas mal. Il y a Mufasa ici. Si je retrouve un personnage qui lord pour 1, il est vivant. Si je retrouve un personnage qui lord pour 2, comme 80% de mon deck, il est mort. Ouais, il est mort. Et il avait raison de le tenter, hein, de toute façon. Quitte à mourir, autant se laisser la chance de trouver un, je sais pas, genre un Pongo par exemple. Mais ouais, je pense que là, ça va pas suffire, quoi. Parce que là, vous avez l'exemple un petit peu de comment se passe une game et de la sensation que j'ai quand j'affronte ce deck-là. Je cours derrière, j'essaye de gérer son board en vain. En vain, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut même l'ignorer, il faut essayer de le prendre de vitesse, jouer les cartes les plus agressives possibles. Tu peux pas gérer son board, tu peux pas l'agresser. Enfin, tu ne peux que l'agresser, tu ne peux pas le disrupter, tu ne peux pas tempérer ses sorties. C'est très représentatif de ce que je ressens quand j'affronte ce deck-là. À voir ce que ça donnera par la suite. Je vais continuer peut-être un petit peu à tester ça et voir comment je me sens dans les différents match-ups. En tout cas, contre rouge-violet, ça me paraît vraiment, vraiment très favorable. Et c'est rare aussi à l'Orcana d'avoir des positionnements, des textures de match-up qui sont aussi polarisées, c'est-à-dire aussi favorables à un deck par rapport à un autre. Donc, je crois que pour avoir des match-ups aussi polarisés, il faut aller sur bleu-rouge contre Amber Steel, qui est vraiment très très dur pour Amber Steel. Et ça, finalement, ça prêche un petit peu en la faveur de ce deck-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce deck. Si vous aussi vous le rencontrez sur Pixelborn et que vous perdez contre, bah, j'ai essayé entre guillemets de vous donner des pistes de réflexion de pourquoi vous perdez contre. Moi, j'avais ce sentiment de puissance quand je l'affrontais. Maintenant que j'ai testé ça avec vous, bah, je me rends compte en fait de ce que ça propose. Voilà, juste tu développes, et ton adversaire il court derrière et à la fin tu fais tes 20 de l'or.
assez, assez puissant, assez brillant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner, partager dans l'espace commentaire. On se retrouve très prochainement, notamment pour décrypter les prochains spoilers, en tout cas les nouveaux spoilers du chapitre 4 qui ont été révélés depuis notre dernière vidéo. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.